Salut! On y est, c'est la partie 6 des guerres stupides, la 6ème vidéo, et la fin de cette petite aventure très curieuse. Au moins elle nous a suscité, ou elle m'a suscité de ma part, certaines curiosités au niveau de certaines guerres. Je m'attendais pas à certains conflits, à certaines choses assez bizarres peut-on dire, ou quelques conclusions qu'on aurait pu avoir différentes, juste en imaginant le nom de la guerre, et à peu près aussi les personnes, les pays ou autres organismes qui étaient au cœur de ces conflits. On attaque avec des dernières guerres du coup, pour compléter cela, qui nous ramènera davantage en direction de notre époque. C'est parti pour la première guerre de cette partie 6, la guerre du foot en 1969. C'est le 27 juin 1969 à Mexico, des qualifications pour la Coupe du Monde, où va se jouer un match très important, le Salvador et le Honduras. À savoir que le Salvador n'a jamais participé à une Coupe du Monde. Il faut savoir que, grossièrement, le conflit s'oppose par rapport à un match de foot, mais s'oppose aussi à l'extérieur via les supporters. Les supporters ont aussi un énorme impact sur la santé des joueurs et sur le devenir du match. En l'occurrence, il y avait un match aller, un match retour. C'était une qualification pour la participation du Mondial de 1970. Donc le premier match se déroule au Honduras et il faut savoir que les deux pays historiquement sont pas très proches. Il y a un lynchage qui est fait de par les supporters sur l'équipe de foot qui arrive, donc ils vont les faire chier au niveau de leur sommeil, ils vont aller devant leur hôtel et ils vont pas arrêter de vraiment les emmerder. Match que l'Honduras gagnera 1-0 face à une équipe qui est totalement fatiguée. Il faut savoir que le match retour se déroulera du coup de l'autre côté, dans l'autre pays, au Salvador. Ça sera là un peu la même chose, du coup, un 3-0 pour Salvador, parce que les supporters ont été assez violents en pétant des vitres, en saccageant des choses. Salvador, c'est 3,5 millions d'habitants pour 21 000 km². Ce qui est un peu différent du Honduras, il y a 120 000 km², mais 2,5 millions d'habitants. C'est des pays qui, après la colonisation espagnols, comme beaucoup de pays sud-américains, ont connu aussi des dictatures, chose aussi qu'on voit aussi en Afrique, quand tous les pays, notamment colonisateurs européens, sont partis, ont laissé des régimes pas spécialement sains en place. Donc c'est deux pays qui sont pas vraiment en accord avec leurs enjeux politiques, que ce soit territorial, commercial, économique aussi. C'est vraiment des pays qui ne s'apprécient pas du tout, d'où le fait qu'il y a eu beaucoup d'énormes tensions. Il faut savoir que la guerre du foot, d'où son nom, elle serait vraiment partie à cause de ce match. Ça a été vraiment la dernière petite allumette en mode ok, là on va se taper sur la gueule, il faut qu'on se tape sur la gueule, c'est le moment. Alors c'est assez important le foot en plus en Amérique du Sud. Les gens sont vraiment fans de ça. C'est un peu une croyance le football dans ces pays là-bas. Et en fait ça va partir un peu en cacahuète. Alors, le 14 juillet, il y a un raid de l'aviation salvadorienne qui passe un peu au-dessus de la capitale hondurienne, Tegucigalpa. Le conflit va se terminer donc 4 jours après, le 18 juillet, mais avec quand même un ressentiment assez violent, haine assez viscérale des deux pays l'un contre l'autre. Il faut savoir que suite à tout cela, c'est le Salvador qui est qualifié et il va se faire poutrer, il va se faire directement éliminer sans gagner ne serait-ce un seul match. Comme quoi le sport peut évidemment rendre les gens un peu accros à la dépendance nationale, à cette fierté à la con et cette haine aussi que tu as contre d'autres pays de façon un peu perpétuelle, peut-on dire. Pas fou, hein? Non. Guerre suivante, 1971, la guerre des stops. La guerre des stops, c'est quoi? Alors, il y a pas mal dans cette partie 6 de guerres en fonction des délimitations de frontières et des territoires. Là, en l'occurrence, ça concerne la France et l'Espagne. C'est très peu connu du public, car on a une petite ville, Livia, qui est une ville espagnole, mais qui a un peu, mal coupé, d'où la guerre des stops, avec une route en fait française, la D68. Les Français sont en charge de s'occuper de cette route. En gros, vont s'occuper de cette route pour que les gens aillent tranquillement à Livia ou autre, ce qui va permettre aussi à des Espagnols de recourir à cette route pour y aller. Les Français vont commencer à avoir un peu la haine par rapport à ça, mais c'est surtout par la suite, grâce à la construction d'autres routes, pour permettre justement l'afflux facilement de gens du nord au sud, comme du sud au nord. Donc on a la D30 qui va être créée, mais surtout la N20, donc venant de Paris, et qui relie Toulouse, donc la N20 qui prend beaucoup de place. Et on va un peu zapper la D68, qui est la fameuse route menant à Livia. Mais en gros, de base, cette route était neutre. Neutre, mais qui veut dire aussi prioritaire, du coup, face à une route qui est la N20, donc la nationale. Et ça fait chier notamment la France par rapport à ça, au point qu'ils vont foutre des stops un peu partout pour la route D68 amenant à Livia, pour les faire chier en disant bon les gars, on a une route qui est plus importante, on part de Paris pour arriver à Toulouse, c'est plus important que votre route de merde. Et les Espagnols,
jamais retrouvés au sein de l'histoire, mais vont défoncer les panneaux stop peu à peu, et chaque nuit ça va être comme ça. Et ça va être une guerre en somme, financièrement parlant, qui va piquer. Il va y avoir pas mal de panneaux de stop, de métaux qui vont être réquisitionnés pour construire ces panneaux stop au fur et à mesure. Chaque fois, ils vont être enlevés, au point que finalement, on va construire une espèce de pont, une route un peu au-dessus, un peu à part, pour éviter de rentrer un peu en collision avec cette route où on devait mettre des panneaux de stop. À cette heure-ci, si rien n'a été retrouvé, il se peut, dans un territoire espagnol pas loin de Livia, il y a un mec qui a collectionné énormément de panneaux de stop français. Plus des petites guerres rigolotes, là pour le coup, c'est pas aggravant. Et mine de rien, je vous ai dit que ça commençait dès 1900... J'ai dit que ça commençait dès 1971, ça va finir en 1977 avec la création justement de construire un passage surélevé sur la N20 pour éviter justement cette intersection avec la D68 et calmer ainsi les esprits. Nouvelle guerre, l'annexion du Sikkim en 1975. Le Sikkim, c'est quoi? C'est un truc qui est paumé. Le Sikkim, ce qui est important, c'est un personnage, une personne, notamment Hope Cook, femme venue de New York, et qui est séduite par l'Himalaya et par un peu cette culture. Elle décide du coup d'aller tout simplement là-bas, surtout qu'il y a un côté très touristique, attirant, cette course d'orientalisme pour les gens qui désirent aller vers les sentiers de l'Himalaya et poursuivre une espèce de quête personnelle. Voilà, c'est un peu à la mode à ce moment-là. Et il faut savoir que dans un recoin de l'Himalaya, le Sikkim, un pays, cela coulait totalement douce, donc un pays souverain, qui a vraiment un tout petit truc. Sachant qu'à côté de ça, il y a la Chine communiste qui envahit le Tibet en 1951, donc il y a déjà des tensions vis-à-vis de d'autres pays asiatiques. Et on a le Sikkim, qui est un peu là, à côté du Népal, tout ça. Pourquoi je vous ai parlé de cette américaine? Tout simplement parce qu'elle va être la reine. En fait, il va y avoir un coup de foudre avec le prince Paldem, qui va tomber totalement en raid dingue de cette femme. Ils vont avoir des enfants ensemble. Le souci, c'est que le côté étranger ne va pas plaire du tout au peuple, il va formater totalement un coup d'état, créer une espèce de colère par rapport à ça, au point d'éjecter le souverain et sa famille avec. Car même si elle abandonne la nationalité américaine, elle essaie d'apprendre la langue, les cultures, coutumes, tout ça, religion, ça ne passe pas, elle est à part, elle est physiquement différente, elle ne plaît pas aux gens du Sikkim. Du coup, on a de graves émeutes qui explosent en 1973, l'ambiance est absolument pas folle du tout, et c'est totalement bientôt l'anarchie, Gangtok, capitale du Sikkim. Et donc, on arrive au point culminant, le 10 avril 1975, l'Assemblée décide et vote l'abolition de la famille souveraine. La monarchie est rattachée à l'Inde, donc Hope Cook rentre chez elle. Divorce en 1980, est avec ses enfants aux États-Unis, regagne un peu cette nationalité américaine qu'elle avait abandonnée, devient femme historienne et journaliste, et voilà comment se finit son destin tragique de reine à ça. 1985, la guerre de Noël. Donc 24 décembre 1985, le Mali attaque son voisin le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est un pays très pauvre. Raison de la guerre, les anciens pays coloniaux comme la France n'avaient pas spécialement délimité tout ce qu'il fallait en territoire, et du coup ils ne savaient pas trop si une bande de désert de 160 km était à soit l'un soit l'autre. Du coup il y a eu un petit conflit par rapport à ça, parce que le tracé n'était pas vraiment fait. Et donc on prétend que la bande de Lagacher, ou Lagaché, il y a que dalle là-bas, c'est qu'un vieux désert de merde, sauf que beaucoup en fait, notamment le Mali qui est dans une situation politique un peu délicate, avec un peuple qui a envie de se péta un peu avec le gouvernement, n'oublions pas c'est un régime totalement dictatorial, peut-on dire, voilà, va amener les tensions différemment en disant que ce bout de terre peut être très intéressant, il y a de la richesse là-bas, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a des trésors miniers très importants. Alors qu'il y a vraiment que dalle, parce que le peuple va dire pourquoi pas, on peut peut-être voir ça différemment. Du coup, c'est un petit mouvement politique qui est assez intelligent de leur part, et justement, l'adversaire à abattre, c'est le Burkina Faso. Du coup, malgré un conflit qui se passe et qui s'accentue, en fait, c'est même pas vraiment s'ils sont foutus un peu sur la gueule, c'est qu'ils ont chacun ramené un peu leur char et leur attirail. Le Mali se voit vainqueur de la chose, se dit victorieux, que c'est absolument pas le cas, et c'est 10 ans plus tard que rebelote, ça va à de nouveau recommencer. Sauf que c'est là où il n'y a pas vraiment de guerre, c'est juste qu'ils vont avoir recours à la Cour internationale de justice de la Haye, et chacun va déposer ses dossiers. Donc on a le Mali qui est dirigé par quelqu'un de très autoritaire, tout ça, et à l'inverse, au Burkina Faso, Thomas Sankara, qui défend totalement ce pays, soutient le droit des femmes, communiste, écologiste, anti-impérialiste. Les insultes se font dans les journaux, en fait ils s'insultent par journaux, la tension monte au fur et à mesure, et finalement Traoré, donc le jour de Noël un peu, envoie 80 chars pour faire un bon coup de pression dans le désert. Il aligne aussi des avions, enfin du coup on est vraiment sur une démonstration un peu de puissance, qui sait qu'en face il n'y a pas grand chose, et mine de rien on va quand même avoir 400 victimes dans ce conflit qui se résultera en décembre 86, donc un an après, par le jugement de la Cour de justice de la Haye, qui décidera, par un verbe pur et simple, de partager cette bande de désert
en deux, qui aurait pu être évité avant, afin d'éviter justement 400 victimes un peu inutiles. Juste pour un bout de désert qui est pas grand chose, qui voulait ramener davantage de ferveur politique du côté du Mali, alors que le Burkina Faso, c'était plus une revendication territoriale, quoi. 1987, la guerre de Toyota, guerre assez rapide. Pourquoi Toyota? Ça se passe pas au Japon, mais c'est en lien avec ça. Guerre similaire qui éclate en 1973 entre le Tchad et la Libye, c'est encore une guerre territoriale, frontalière, par rapport à la bande d'Aouzou, du coup, sauf que celle-ci, ce bout de désert, est habitée par une oasis, du coup c'est un peu plus important. La France et l'Italie, ancien colonisateur de la chose, n'avaient pas vraiment tracé les frontières. Le Tchad revendique cette région, la Libye, avec le jeune Kadhafi, on connaît, n'est-ce pas Sarko, met en place ses chars et l'annexe simplement. Donc l'armée tchadienne va être soutenue par la France, et va reconquérir ce bout de désert en 87. Et dans des opérations appelées la guerre de Toyota. Pourquoi Toyota? On en arrive là, c'est par le fait que ces 4x4 japonais étaient beaucoup plus adeptes dans ces territoires désertiques que les blindés de la Libye. Voilà, tout simplement. La Cour internationale de La Haye, qui avait pas mal de taf à ce moment-là, redit son verdict, et du coup attribue, là néanmoins cette fois-ci différemment, la bande d'Aouzou au Tchad. La guerre se finit, la fille ira voir Sarkozy, et ils feront leur petit bail de merde. 2007, waouh, dingue, on est dans les années 2000, c'est l'invasion du Liechtenstein. Donc là, on est avec des soldats helvétiques, 170 soldats. Petits Suisses qui font une petite ronde en hiver, 28 février 2007, qui essaient de trouver un petit coin pour déplacement de l'armée ou quoi que ce soit, bref, patrouille militaire suisse. Ils essaient de trouver un petit coin pour bivouaquer, un peu pour se planquer parce que il fait froid. Sauf qu'ils entendent un petit cours d'eau, ils disent qu'est-ce que c'est? Mais putain, c'est le Rhin, on vient d'arriver à Vaduz, qui est la capitale du Liechtenstein. En fait, c'est pas vraiment une guerre, une invasion, c'est qu'ils ont mis les pieds dans un territoire qui n'est pas le leur. Et la Suisse va se sentir super mal, ils vont être là en mode ah putain, faut qu'on dégage de là. Le pays envahi ne va pas savoir qui s'est fait envahir. Le pays d'ailleurs de 170 mètres carrés, c'est rien, c'est un petit bout. Avec la carte, vous pouvez voir tout simplement ça. Le souverain, pays souverain depuis 1909, ne sait pas que l'envahisseur a rebroussé chemin. Et en fait, il va y avoir un rapport suisse fait, du coup, mais d'échelon en échelon, ça va remonter. Le prince Hans Adam II va être mis au courant de la chose en mode bon, les gars, vous commencez à faire chier à rentrer dans le pays sans. Voilà, commence à faire chier. La Suisse est vraiment un peu ultra gênée parce que c'est pas la première fois que ça arrive. En décembre 1985, il y a une tentative de on va tester des roquettes, les Suisses testent des roquettes, le problème c'est qu'ils foutent le feu à la forêt de Bannwald, qui est un site protégé. Donc Berne va payer un peu les pots cassés, mais suite à ça, plus cette invasion en 2007, ça la fout un peu mal. D'ailleurs, France Presse va clairement, en tant que journal, se foutre de la gueule de la chose, avec la une, en mettant l'armée suisse envahit le Liechtenstein par erreur. Le souverain accepte les excuses de la Suisse, basta, l'histoire elle est pliée. 2018, c'est la dernière guerre de la partie 6, on finira sur un truc collector, la guerre de la frite. C'est pas fou comme guerre, c'est pas vraiment une guerre, c'est plus une guerre un peu commerciale, car ça a un conflit entre la Belgique et la Colombie, ou notamment la Colombie qui est en désaccord avec les taxes imposées par la Belgique, mais notamment d'autres pays comme les Pays-Bas et les Allemands, qui s'en mettent plein les poches avec ces taxes pour envoyer une certaine tonne de patates transformées en Colombie. Donc en fait, les frites congelées viennent d'Europe pour la Colombie. Et il faut savoir que la Belgique est le premier producteur de frites. D'ailleurs, on a un exemple en 2017, il me semble, il produit plus de 4,6 millions de patates transformées, c'est balèze. La Colombie demande à la FEDEPAPA de la Fédération colombienne de producteurs de pommes de terre d'essayer de régler ça. Ça part en commission, tout ça, et mine de rien, étonnamment, par rapport à ce genre de taxes, c'est la Belgique qui va l'emporter. Voilà, donc 2018, guerre très récente, mais la Belgique avait un peu peur que ça n'inspire d'autres pays en Amérique du Sud à se rebeller par rapport à ça. Documentation et sources qu'on a trouvées, vous pouvez même voir d'ailleurs des articles sur l'Echo ou autres qui reparlent de cette guerre. Encore une fois, c'est qu'une guerre commerciale, hein, mais qui se finit par du coup une victoire un peu belge. J'espère que cette série de guerres stupides vous a plu, que ces 6 vidéos vous ont plu aussi. N'hésitez pas à préciser en commentaire laquelle vous a le plus plu à travers toutes les guerres ou pas. Toujours intéressant à savoir, ou même de débattre ou d'en discuter. Voilà, je ferai d'autres séries d'histoires, peut-être moins grossières, différentes. Mais en tout cas, c'était très plaisant. Merci beaucoup, on conclut ça. Et n'oubliez pas, toute guerre et tout conflit est totalement de base stupide.